Bonjour à tous, bonjour Grégoire. Bonjour Thibaut. Bienvenue à ce nouvel épisode des Marketing Reboot, 7e édition aujourd'hui. Nous avons décidé de parler de l'intelligence artificielle et en particulier du rôle de l'intelligence artificielle pour servir la relation client. Alors dans les précédents Marketing Reboot, Grégoire, nous avons parlé de fidélisation, de valeur client, d'engagement en marketing. Bref, des concepts qui sont au cœur de la relation client avec toujours comme objectif de se différencier par la qualité de la relation. Prédire, servir, anticiper, personnaliser. À ce titre, l'IA apparaît comme un accélérateur majeur du CRM et c'est un courant de recherche émergent en marketing. Bien sûr, c'est un sujet qui dépasse le strict cadre du marketing et de la recherche en marketing, mais pourtant, les implications, nous allons le voir, sont absolument majeures. Alors pour rentrer dans ce sujet de l'intelligence artificielle appliquée à la relation client, on a une très belle étude qui a été publiée en 2017 dans la revue de recherche du MIT, de la Business School du MIT. Une étude grandeur nature qui interroge 3000 entreprises dans 112 pays. Et cette étude suggère qu'il existe un gap qui est très important entre les ambitions qu'on met autour de ce sujet de l'intelligence artificielle et l'action. Cette étude nous suggère en 2017 que 85% des entreprises qui sont interrogées déclarent que l'IA va permettre d'obtenir une forme d'avantage concurrentiel. Quand il s'agit de les intégrer au quotidien, aux offres et aux process, on passe à 20%, beaucoup moins. Et quand il s'agit de mettre en place l'intelligence artificielle de manière intensive et récurrente, alors ce chiffre passe à 5%. Et cette étude, elle est intéressante parce qu'elle évoque des raisons profondes sur ce chiffre de seulement 5% des entreprises qui mettent en place l'intelligence artificielle de manière quotidienne. D'abord, disposer des talents ou des skills pour mettre en place l'IA au quotidien. Ensuite, l'IA serait en compétition en termes d'investissement, donc il s'agirait de mieux piloter et mesurer le retour sur investissement de l'intelligence artificielle. Et le troisième enjeu, il est clé. Pour beaucoup d'entreprises, il s'agit d'identifier des business cases, des cas d'usage sur lesquels l'intelligence artificielle aurait beaucoup plus de valeur que sur d'autres et donc prioriser les business cases sur lesquels l'IA aurait une valeur ajoutée beaucoup plus forte. Merci Grégoire. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, il faut bien admettre que c'est en fait une vieille histoire qui navigue entre la science-fiction, on se souvient tous du livre d'Isaac Asimov, le grand livre des robots, qu'il faut relire absolument parce que finalement Asimov avait prévu les véhicules autonomes par exemple bien avant qu'ils existent ou même qu'on les imagine. Et puis, on oscille entre science-fiction et science de la décision aussi, il faut bien le dire, puisque Grégoire en a fait un peu d'archéologie et on a retrouvé ce projet de recherche d'été, ce symposium, je crois qu'il était appelé ainsi, qui avait été organisé au Dartmouth College par deux chercheurs éminents déjà à l'époque, Newell et Herbert Simon. Alors Herbert Simon, bien sûr, c'est le prix Nobel d'économie qui a beaucoup travaillé sur la psychologie cognitive et bien sûr la rationalité limitée. Et donc c'est un peu le père au fond des sciences de la décision. C'est intéressant de voir que dès 1956, Newell et Simon se sont intéressés dans le cadre de ce symposium à l'intelligence artificielle. Et ils disent, dans au fond la définition de l'objectif de ce symposium, l'étude devra partir de la conjecture que chaque aspect de l'apprentissage ou toute autre caractéristique de l'intelligence peut en principe être décrite avec une telle précision qu'une machine peut être faite pour la simuler. On tentera de trouver comment faire en sorte que les machines utilisent le langage, forment des abstractions et des concepts, résolvent des types de problèmes maintenant réservés aux humains et s'améliorent. Donc là, on voit que tout y est pratiquement dès 1956. Il y a d'abord l'idée d'un apprentissage automatique avec les premiers ordinateurs, l'idée des réseaux de neurones, l'idée d'algorithmes
avec du deep learning, l'idée de la taille des données qu'il faut pour faire du calcul, et de, bien sûr, l'auto-apprentissage. Alors, effectivement, si on avance un petit peu, on constate que, de fait, le rôle de la data est essentiel pour faire fonctionner ce qu'on appelle aujourd'hui les algorithmes de machine learning. Et là, on fait un grand saut dans le temps, Grégoire, avec cet article fondateur de Alon Halevi, Peter Norvig et Fernando Pereira en 2009, qui disent We should stop acting as if our goal is to author extremely elegant theories and instead embrace complexity and make use of the best ally we have, the unreasonable effectiveness of data. Donc cette efficacité non raisonnable de la donnée, c'est comme ça que Peter Norvig, qui était le patron de l'intelligence artificielle chez Google, va au fond expliquer le pouvoir de ces algorithmes qui vont systématiquement battre, avec des modèles simples et un grand nombre de données, des modèles beaucoup plus élaborés basés sur un nombre très restreint de données. Et c'est ça qu'il appelle cette espèce d'efficacité comme ça un peu déraisonnable de la data. Et on voit dans toutes les différentes applications et les grands progrès du machine learning, eh bien, on voit que c'est la taille des échantillons qui va faire souvent la différence, parce que du coup, il y a un apprentissage plus rapide. On a une sorte de bataille des datasets, et on pourrait opposer et se souvenir, nous Français, de ce que disait Blaise Pascal quand il opposait l'esprit de géométrie avec beaucoup de rationalité, une rigueur démonstrative et une démarche analytique à l'esprit de finesse, bien entendu, où on va avoir davantage de savoir-faire, de bon sens, une intelligence adaptative, une vue d'ensemble, et c'est ce qui va permettre au fond aux techniques d'apprentissage dit non supervisé de se développer très vite. Et on voit donc les machines reconnaître de mieux en mieux l'image, également la voix au cours des dernières années, avec le rôle d'un chercheur clé, bien sûr, recruté comme patron de l'intelligence artificielle chez Facebook, Yann LeCun. Tout ça se passe dans les années 2006-2010. Alors, appliqué à la relation client, au CRM, le potentiel de l'intelligence artificielle, lui aussi, a fait l'objet de plusieurs travaux, et là, ils sont beaucoup plus récents. Il y a un article en particulier, août 2020, vous voyez qu'on est dans de l'actualité brûlante, qui a été publié dans le Journal of Interactive Marketing, qui est une revue de référence quand on parle de relations clients. Et c'est un collège de 7 chercheurs, pas moins, qui publie un article et qui nous pose collectivement la question, se dirige-t-on vers le meilleur des mondes quand on combine l'intelligence artificielle et la gestion de la relation client? Ces chercheurs, ils sont américains, israéliens, allemands, et ils nous disent deux choses. D'abord que l'IA et son développement ne devraient pas révolutionner le marketing relationnel tel qu'on le connaît. En revanche, l'IA va permettre de le rendre plus précis, c'est une dimension qui est importante, plus discriminant et plus évolutif. On revoit là la notion de 56, d'auto-apprenant. Et ces chercheurs en question, qui sont en particulier coordonnés par Charles Hofacker, qu'on connaît très bien chez Numberly, nous suggèrent qu'il y a deux potentiels importants pour le CRM basé sur l'intelligence artificielle. Le premier potentiel, c'est celui de communiquer et de comprendre de la même façon que les humains. Et le deuxième potentiel, c'est celui de faire levier sur cette masse critique de données que tu évoquais à l'instant pour personnaliser et pour prédire. Donc une capacité à prédire qui serait beaucoup plus fine. Alors on va se balader dans ces deux grands potentiels de l'IA. D'abord communiquer et ensuite exploiter cette donnée pour personnaliser et prédire. Communiquer d'abord, et cette idée de communiquer, de comprendre pour les machines de la même manière que le feraient des humains. Il s'agit effectivement de comprendre ce qu'on appelle communément le langage naturel. Cet article de Charles Hofacker et de ses collègues, il nous suggère qu'effectivement, la taille des datasets que tu évoquais, c'est une dimension qui est importante. Les algorithmes, ils progressent plus vite et ils sont plus précis avec une taille critique de données. Il nous suggère également que dans les 5 V qu'on avait l'habitude d'utiliser pour définir le big data,
le volume, la vélocité, la variété, il y a un deuxième V qui est important, c'est la variété des données. Et que les intelligences artificielles que l'on va créer dans les années qui arrivent vont beaucoup progresser avec une croissance dans la variété des données qu'on peut exploiter. On est ici dans l'idée de passer d'un monde où le CRM était beaucoup basé sur des données structurées, des données de panier moyen, de fréquence de visite, des NPS qu'on évoquait dans des reboots précédents, des indices de satisfaction, à des données qui sont non structurées, d'images, de textes, de voix, des verbatims de clients, des contenus de pages web, des analyses sémantiques ou thématiques. Bref, on se dirige dans un monde où tout laisse à penser que la grande majorité des données qu'on pourrait exploiter en relation client sont des données qu'on pourrait traduire par du texte et qui seraient donc non structurées. Alors, qui dit données non structurées, dit pour les chercheurs une possibilité peut-être d'atteindre le rêve de certains, c'est-à-dire la capacité pour les machines à interagir en langage naturel. Et l'une des applications récentes, bien entendu, qu'on a vues dans ce domaine, c'est celle des callbots, de ces robots qui sont capables de comprendre un appel téléphonique, de l'interpréter et de répondre et de dialoguer avec un interlocuteur. Alors, ces robots, ces callbots, on les appelle souvent des agents augmentés. Et de là est né tout ce débat complémentarité, substitution, notamment dans les call centers, entre ces agents augmentés, ces machines capables de prendre un grand nombre d'appels, de comprendre beaucoup de choses, de répondre parfois, et effectivement ces agents physiques qui jusque-là occupaient ces fonctions. Et le modèle qu'on voit se dessiner, c'est au fond une complémentarité entre l'homme et la machine, avec pendant les heures creuses ou bien pendant la nuit par exemple, le rôle privilégié bien sûr des agents augmentés, des machines, et puis une capacité d'escalade au cas où il serait trop compliqué pour une machine de comprendre un interlocuteur. L'homme, au fond, pilote un ensemble d'agents augmentés. Alors une deuxième application dans ce domaine des données non structurées, c'est bien sûr le text mining, c'est-à-dire l'analyse du texte produit par les consommateurs. On le sait très prolifique avec le développement du UGC, du User Generated Content. Et donc, ces verbatims remplis par les consommateurs vont pouvoir être analysés et générer des enseignements, des insights grâce aux techniques de text mining, d'analyse sémantique, qui vont permettre d'analyser les sujets les plus fréquents et surtout les relations entre ces différents sujets pour passer parfois d'une retranscription de conversation à une cartographie qui permettent de visualiser les thèmes les plus importants, leur fréquence d'apparition dans les conversations et leur proximité entre les sujets. Alors, capacité à communiquer comme des humains de la part des IA en CRM, on se confronte ici à un challenge qui est quand même pas simple. C'est que s'il y a encore une différence entre l'IA et l'humain, c'est l'empathie. C'est la capacité non pas à comprendre des émotions, parce que les IA ont fait beaucoup de progrès, mais c'est la capacité à ressentir des émotions. Une IA, elle ne peut pas se réjouir. Alors ça pose une question qui est essentielle, qui est une question de laquelle se préoccupe beaucoup Mathieu Lagente, qui est un grand chercheur à Toronto, qui lui parle de capacité empathique des organisations dans un monde qui est de plus en plus piloté par l'IA. Capacité empathique des entreprises, c'est effectivement au cœur de la relation client. L'empathie, il s'agit de comprendre et de partager des états affectifs et mentaux d'autrui, donc de ses consommateurs quand on a une marque par exemple. Alors l'idée de partager, c'est-à-dire la capacité d'éprouver des émotions, ça pour l'heure c'est réservé aux humains. En revanche la compréhension, c'est-à-dire la capacité à identifier ces émotions, de plus en plus c'est facilité par la machine. Alors Mathieu Lagente, il nous met en garde collectivement en disant attention, il y a de plus en plus d'IA dans la relation client et beaucoup d'entreprises pourraient perdre cette capacité d'empathie dans le temps, à trop exploiter l'intelligence artificielle. Mais il nous annonce des bonnes nouvelles, c'est que
Dans le champ de recherche de l'intelligence émotionnelle, l'IA pourrait en effet beaucoup nous apporter et pourrait en fait permettre de travailler cette capacité d'empathie des organisations. Par exemple, une IA pourrait permettre de mesurer des formes de compassion, développer des comportements qui sont prosociaux, le réconfort, le soutien, le partage, bref, des comportements qui sont extrêmement favorables à la création d'une relation forte entre une marque et une entreprise. Il y a donc deux options. Une option qui est une IA qui serait capable d'identifier dans un parcours client ce qu'il appelle des points d'empathie. Et donc identifier des moments où le contenu et la compréhension de l'émotion, le contenu émotionnel est beaucoup plus important, et parfois d'aider le personnel en contact à traiter de manière beaucoup plus fine les émotions auxquelles ils peuvent être confrontés quand on discute avec un client. Et donc Mathieu Lagente nous dit, beaucoup de personnels en contact aujourd'hui peuvent servir parfois de punching ball parce qu'il y a beaucoup de fatigue émotionnelle qui peuvent être ressenties par la force de vente. Et l'IA pourrait donc les aider et éviter une forme de fatigue émotionnelle du personnel en contact parce qu'il pourrait finalement les aider à prédire et à avoir des éléments de langage, par exemple, qui y répondent. Alors le deuxième élément clé qu'on évoquait tout à l'heure, l'idée de communiquer comme des humains, un deuxième élément clé, faire levier sur de la donnée client pour personnaliser la relation client et surtout pour prédire. Beaucoup d'attentes autour de la capacité de l'IA à prédire des attitudes et des comportements. Tout ça au service de la qualité de la relation. En effet, on a déjà des business cases pour réévoquer l'introduction qu'on faisait avec le MIT et quels sont les bons business cases pour faire levier sur l'intelligence artificielle. Déjà, on voit que l'IA sert de manière très concrète, quotidiennement, à, en relation client, traiter des demandes qui sont récurrentes et qui sont plutôt simples à résoudre, qui prennent beaucoup de temps humain. Par exemple, à des téléopérateurs dans des call centers, j'ai perdu mon login, mon mot de passe. Aujourd'hui, des IA massivement traitent ces demandes en toute autonomie et avec un niveau de qualité qui est très satisfaisant. On voit effectivement que l'IA, au quotidien, assiste des conseillers de clientèle dans leur métier en proposant des réponses, des actions, des offres, bref, des tâches qui étaient peut-être à plus faible valeur ajoutée pour concentrer l'humain, là où il y a de l'émotion et il y a des tâches à plus forte valeur ajoutée. Le troisième use case est celui de cibler, de gagner en pertinence. Et cet article de Faker en 2020, très récemment, là, nous suggère que l'IA va permettre de travailler ce qu'il appelle des moments relationnels, identifier des besoins de consommateurs à très grande échelle pour, par exemple, prendre une décision en temps réel de à qui on parle, ce qu'on fait déjà aujourd'hui, mais surtout à qui on ne devrait pas parler dans un futur proche. Donc avoir des stratégies d'exclusion, de prédire le churn ou l'attrition de manière beaucoup plus fine et donc d'être capable de prédire des intentions, des humeurs avec une finesse, une robustesse qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on connaissait jusque-là. Le dernier use case est aussi intéressant et lui a des implications qui sont beaucoup plus larges. Pour l'IA, il s'agirait d'accélérer finalement une transition d'un scénario, d'une orientation produit à une orientation service. Là, on est beaucoup plus dans le champ de la stratégie. Mais si l'IA permet de détecter des intentions et de détecter l'humeur, alors on pourrait imaginer que les produits, même s'ils sont iconiques, ceux qu'on connaît depuis longtemps, ils deviendraient uniquement une petite dimension d'une offre servicielle qui serait, elle, beaucoup plus large. Oui, alors effectivement, c'est un point très juste. On voit des transitions spectaculaires en ce moment de certains produits qui sont dans le panorama du consommateur depuis des années. Je pense aux réfrigérateurs, par exemple, Grégoire, qui sont en train de devenir des services. Et comment? Eh bien, par l'intelligence artificielle. Alors, je pense en particulier à cette application qui, vous le savez, permet sur certains frigidaires désormais connectés de prendre des photos de chaque étage de votre frigidaire et avec de l'IA très poussée, de traiter le signal et de reconnaître les images qui sont prises à l'intérieur de votre frigidaire pour faire quoi? Bien entendu, pour comprendre le contenu de votre frigidaire, Grégoire.
car c'est l'avenir. Parce que si je comprends, moi, le contenu de votre frigidaire, eh bien, je suis capable de savoir ce qu'il vous manque, peut-être les dates de péremption des produits, je peux vous proposer des recettes, je vais vous proposer du renouvellement de produits, discuter avec des distributeurs. Je passe d'un modèle de produit à un modèle de service grâce à la donnée et en réalité grâce à l'intelligence artificielle et à cette faculté de reconnaître et de traiter les images. Alors, si on réfléchit un peu à un autre bénéfice clé en matière de relations clients de l'intelligence artificielle, c'est la recommandation. On a tous vécu avec le développement d'Amazon et en particulier cette fonctionnalité, ceux qui ont aimé ce produit ont aussi aimé tel autre produit. Cette fonctionnalité-là, c'est un moteur de recommandation, hein, bien sûr. On parle d'algorithmes de filtrage collaboratif qui, Amazon l'a souvent dit, représente plus de 35% de leurs ventes. La recommandation, le fait pour Amazon de proposer un produit qui ressemble et qui est apprécié par d'autres personnes qui vous ressemblent, vous consommateurs, eh bien, ça représente plus d'un tiers des ventes d'Amazon. Chez LinkedIn, réseau social professionnel, plus de 50% des relations nouvelles qui sont établies entre deux professionnels, elles le sont via les recommandations qui sont générées par LinkedIn. Chez Netflix, on dit que 75% des vidéos qui sont vues sur Netflix sont issues elles-mêmes des recommandations. Et puis, le modèle peut-être le plus abouti, c'est celui de Stitch Fix. Stitch Fix, c'est une société qui vous propose des combinaisons de vêtements. Hein. Donc, vous allez vous décrire votre profil, et puis Stitch Fix va vous proposer un ensemble de vêtements qu'il vous envoie directement dans une boîte chez vous, et ils sont tellement performants, leur algorithme de recommandation est tellement performant que les retours produits finalement sont très mineurs, je crois moins de 30%, ce qui permet à Stitch Fix de se développer sur ce modèle. Alors ce qui est intéressant quand on ouvre un peu la boîte de Stitch Fix, c'est qu'ils ont étudié toutes les combinaisons. Est-ce qu'il faut d'abord faire travailler un humain, un styliste, puis un algorithme, ou est-ce qu'il faut faire l'inverse? La séquence gagnante semble être de faire d'abord travailler une machine, puis un humain, un styliste, qui va regarder 100 recommandations faites par la machine pour en sélectionner 5 qui vous sont envoyés chez vous. Voilà, donc on voit que la recommandation a un poids grandissant dans les modèles aujourd'hui du digital pour la proposition de produits aux consommateurs qui est du coup personnalisé. Bien entendu, c'est une des fonctions majeures du marketing. D'ailleurs, Stitch Fix a développé, Thibaut, un petit site qui est extrêmement pédagogique, qu'ils ont appelé le tour de nos algorithmes. C'est un tour dans la connotation anglo-saxonne du terme. C'est un site super pédagogique. On pourra mettre d'ailleurs le petit lien dans la description du podcast, parce que ça vaut effectivement la peine de visiter ce site sur comment fonctionnent les algorithmes de recommandation du site. Alors si l'IA, effectivement, elle est pleine de promesses, on l'a vu, la recommandation, la personnalisation, la capacité à prédire des comportements, à communiquer avec empathie comme on le ferait en ce moment même. Beaucoup de chercheurs soulignent qu'il existe des côtés sombres, ce qu'on appelle des dark sides à l'intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, ça veut dire qu'il est important d'en avoir conscience et que l'intelligence artificielle, bien qu'elle soit pleine de promesses, parfois, elle engendre des effets de bord qu'il est important d'avoir à l'esprit. Alors il y en a plusieurs. Il y a d'abord des risques pratiques à se reposer uniquement sur l'intelligence artificielle, et ensuite il y a des risques pour le consommateur. Alors d'abord, quel risque ça engendre de faire confiance à l'intelligence artificielle? La recherche, elle identifie un certain nombre de biais bien identifiés. Le premier, c'est justement l'idée que les humains qui sont à l'origine de la fabrication de ces algorithmes
algorithmes eux-mêmes sont des individus qui peuvent être biaisés. Un data scientist qui fabrique un algorithme, parfois il le fabrique avec ses biais cognitifs. Et donc il y a des exemples malheureux qui sont souvent soulignés d'ailleurs dans les articles de recherche récents. Par exemple, un couple d'Afro-Américains qui, avec un logiciel de reconnaissance faciale de Google, se rend compte que sa photo de voyage est étiquetée gorille. Ça ne veut pas dire effectivement que le logiciel en question est fondamentalement raciste, ça veut simplement dire que cette intelligence artificielle a été calibrée pour reconnaître des humains uniquement avec des humains de couleur blanche. Donc c'est un biais cognitif apporté par des gens qui fabriquent ces algorithmes et qu'il est important d'avoir en tête. Le deuxième biais, les chercheurs l'appellent souvent le biais du psychopathe. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure en parlant d'empathie. Les chercheurs nous mettent en garde en disant « Attention, les machines vont de mieux en mieux comprendre nos émotions, mais elles ne pourront jamais se féliciter d'avoir pris une décision qui est bonne ou qui est mauvaise. Elles n'auront aucun remords, aucune souffrance, aucune culpabilité. Par exemple, une voiture autonome qui serait entraînée pour éviter des piétons, pour elle, ce serait un 0 ou un 1, et en aucun cas, ce serait une forme de réjouissance d'avoir évité un piéton. Donc c'est un biais de psychopathie. Ensuite, il y a un biais de contrôlabilité de ces intelligences artificielles. Un exemple bien connu est celui malheureux des attentats terroristes de Londres en 2017, qui a généré un pic de demande en très peu de temps sur l'application Uber à Londres, avec un algorithme de surge pricing, donc des prix qui augmentent en fonction de la demande, et qui contribue à ce que le prix de la course à Londres, au moment où beaucoup de gens demandent un VTC, explose. Ça a pris quelques minutes à Uber de se rendre compte de cette situation et donc de mettre fin à ce surge pricing, donc à cette augmentation de prix soudaine. Ensuite, il y a un biais qui, lui, je crois, est extrêmement important, c'est un biais d'endogénéité. C'est-à-dire que les décisions qui sont prises selon des prédictions d'une intelligence artificielle, ensuite elles sont analysées et donc elles renforcent des prophéties qui parfois sont auto-réalisatrices. Exemple en relation client, je prédis qu'un prospect a une probabilité de conversion très forte, donc ma décision est de déclencher une impression publicitaire sur cet individu. Je déclenche une impression, l'impression a lieu, ce prospect a effectivement converti, il devient client et l'IA se renforce dans sa prédiction et se dit j'ai gagné puisque j'avais prédit que ça allait marcher. Donc là on est dans la différence cruciale entre corrélation et causalité qu'il faut effectivement avoir en tête. L'IA parfois ne fait que de la corrélation alors que ce qui est important en relation client c'est la causalité. Le cinquième biais est celui de l'explicabilité des algorithmes, comprendre les raisons profondes qui poussent une IA à prédire A plutôt que B. Des exemples très connus nous ont d'ailleurs suggéré qu'une IA elle est très forte pour différencier des chiens et des loups, et quand on cherche à comprendre pourquoi est-ce que l'IA arrive si bien à différencier des chiens et des loups, on se rend compte que pour l'essentiel des photos de loups sur lesquelles l'IA a été entraînée, il y avait de la neige derrière. Et donc c'est justement sur la base du paysage derrière le loup que l'IA reconnaît la différence entre ces deux animaux. Et puis finalement il y a trois côtés sombres, mais qui ne sont pas propres à des risques pratiques de l'IA, mais à des risques que l'IA pourrait engendrer pour chacun d'entre nous, consommateurs, utilisateurs et citoyens. Il y en a trois qui sont soulevés par la recherche. D'abord, il s'agit pour chacun d'entre nous de ce qu'on appelle souvent la fragmentation algorithmique. Alors, d'ailleurs, ce terme un peu barbare, c'est une idée assez simple. C'est que les IA auxquelles on est exposé tous les jours, elles classent, elles filtrent les informations en fonction de ce qui nous plaît le plus. Et donc, elles excluent un certain nombre de contenus qui nous intéressent un peu moins. Et donc, elles nous poussent finalement à fréquenter des contenus qui sont de plus en plus conformes à nos convictions, à nos goûts, à nos intérêts, et à rejeter ce qui est inconnu pour nous. Ça, c'est ce qu'on appelle souvent la sérendipité. Et c'est un biais qui est bien identifié par la recherche. On est souvent conforté dans nos convictions et on a de moins en moins d'aléatoires parfois. Alors, c'est aussi une capacité d'un bon algorithme de générer ou de répliquer cette forme d'aléa dans les contenus auxquels on est exposé. Il y a un risque majeur pour le consommateur, c'est un risque d'inégalité sociale. C'est le deuxième risque qui est souligné par la recherche. Une plus grande capacité à prédire ou à cibler, c'est une très bonne chose. On pourrait imaginer effectivement qu'en CRM, grâce à de l'IA, nos prédictions de Customer Lifetime Value, par exemple, soient de plus en plus précises,
Et la question in fine, c'est alors qu'est-ce qui se passe quand on est une entreprise ou une marque commerciale, quand on arrive à identifier de manière extrêmement précise les 10% de clients à plus faible valeur par rapport aux 10% de clients à plus forte valeur. Certains soulignent qu'il pourrait y avoir un jour, à défaut de responsabilité sociale des entreprises, un marketing à deux vitesses, un marketing pour les riches et un marketing pour les pauvres. C'est un des scénarios qui est évoqué dans cet article de 2020 de Charles Hoffaker et de ses collègues. Le troisième risque lié aux consommateurs est celui de ce qu'on appelle souvent l'indépendance, avec, on le voit, des algorithmes de recommandation qui guident au quotidien nos choix et qui parfois génèrent même des comportements d'habitude et une forme de perte d'autonomie dans ce qu'on choisit de consommer, de regarder sur Netflix, etc. Ce qui pose la question de l'indépendance des plateformes ou des entreprises qui ont fabriqué ces algorithmes et dans quel intérêt, eux, ont conçu ces algorithmes. Est-ce que le choix qu'ils nous font faire est strictement indépendant ou en tout cas dans une logique qu'on appelle souvent « tech for good », ce qui n'est pas nécessairement le cas selon des recherches récentes. Voilà les 3 risques majeurs pour nous tous, consommateurs et citoyens. Merci Grégoire. On voit que c'est absolument passionnant, on découvre un certain nombre de risques dont on a chacun plus ou moins conscience autour de l'intelligence artificielle. Alors puisqu'il est déjà l'heure de conclure, on voudrait dans ce reboot rappeler au fond ce que c'est que l'IA en CRM. Eh bien on l'a vu, c'est faire en sorte que les machines utilisent le langage, qu'elles forment des abstractions et des concepts, qu'elles résolvent des types de problèmes qu'on réservait jusque-là aux humains et qu'elles s'améliorent. On a vu ensemble également que la variété des données collectées était aussi importante peut-être que le volume de ces données comme facteur d'accélération de l'IA. Beaucoup d'apports du coup de l'IA pour le CRM. D'abord un facteur de précision, on l'a dit, une capacité à communiquer, à comprendre pour les machines de la même façon que les humains, et puis un levier toujours plus fort sur la donnée client pour personnaliser et pour prédire. Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui de l'IA? C'est à la fois en matière de marketing, une acquisition plus sophistiquée, c'est-à-dire cette capacité à sélectionner les consommateurs qu'on souhaite recruter, à les cibler de manière plus fine. C'est aussi des bénéfices autour du développement de nos produits pour créer des recommandations plus pertinentes, pour fidéliser les clients existants, et puis sélectionner ceux sur lesquels on souhaite investir en fonction de leurs interactions passées avec l'entreprise. Et également en matière de fidélisation, de lock-in, des comportements d'habitude qui peuvent être créés par la personnalisation, une capacité, pourquoi pas, de détecter des futurs churners pour améliorer le ROI des actions de rétention, pour répondre peut-être aussi aux échecs de service. Donc les bénéfices sont immenses, les risques doivent absolument être pris en compte et on pourrait croire que la contribution de l'intelligence artificielle à la gestion de la relation client ne serait qu'une simple amélioration incrémentale de ce que la technologie permet déjà de faire depuis au moins 20 ans. En réalité, nous n'en sommes qu'aux prémices d'une vraie révolution, nous le sentons bien. Et suivant les prédictions qui paraissent aujourd'hui les plus vraisemblables, on pourrait arriver à un système économique où la priorisation des consommateurs les plus rentables prédominerait dans la relation client. Conclusion donc, beaucoup de prudence dans l'adoption de l'IA. Certes, une maîtrise des coûts grâce à l'automatisation, qui est un bénéfice très important pour les entreprises et pour leurs consommateurs, un transfert d'activité aussi aux clients, mais, on l'a dit, peut-être un risque parfois de déshumanisation de l'interaction qui alors pourrait pénaliser la relation client. Grégoire, merci beaucoup pour ce Marketing Reboot. Merci à tous de nous avoir écoutés. À très bientôt pour un prochain Reboot. Merci beaucoup Thibaut, à bientôt.